vous en êtes à votre deuxième livre. Après Dahij, vous avez écrit Carnot, 105 rue Carnot. Quand vous êtes venu pour la deuxième fois, donc assister à ce salon du livre, qu'est-ce que représente le salon du livre de Genève pour vous? Je trouve déjà que c'est une bonne initiative qui est un salon africain du livre. C'est-à-dire que dans l'espace du salon du livre, qui est un espace qui est réservé précisément à la littérature africaine, aux problématiques que les auteurs africains voulaient mettre en évidence. Et aussi c'est un espace qui est ouvert, c'est un espace d'échange qui permet de rencontrer des acteurs culturels et des gens qui sont intéressés par les problématiques liées au continent et de faire circuler un certain nombre de messages, de sentiments. Donc de ce point de vue-là, et surtout d'entrer aussi en réseau. Entrer en réseau, donc pour entreprendre des actions globales et collectives. Donc de ce point de vue, je trouve que c'est une très bonne initiative. Vous avez présenté Dahij, qui est votre premier livre, qui est un livre très dense. Certains disent même que c'est un livre écrit par un philosophe. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ce livre, son intérêt, avant de revenir sur le deuxième? Dans le premier ouvrage Dahij, le projet était réellement d'entreprendre une démarche de découverte de soi, de découverte intime de soi. Donc ça veut dire se déconstruire son histoire, son héritage, ses présupposés. Et les personnages sont dans une tension, dans un effort pour trouver une vérité intérieure et surtout pour élargir leurs horizons mentaux. Donc à partir de là, ils entreprennent à travers la démarche de la quête individuelle, de la quête esthétique, littéraire, philosophique, de la quête spirituelle et même de la lutte contre les déterminismes sociaux, le travail vers une vérité propre, une vérité intérieure. Donc ça a été le message principal, de trouver le plus de clarté, mais une clarté qui était immanente, qu'on allait chercher au fond de soi. C'est ça le principal le message du livre. Et là, vous en êtes à votre deuxième livre, 105 rue Carnot. De quoi s'agit-il? 105 rue Carnot, il s'agit d'un recueil de nouvelles, c'est des petites histoires qui partent de l'adolescence à l'âge adulte, qui embrassent des thèmes divers. La première nouvelle, c'est un jeune adolescent de 12 ans qui se met à écrire. Donc comment il en arrive à l'écriture poétique, quels ont été ses chocs esthétiques, quels ont été ses chocs existentiels et comment il en arrive à découvrir l'écriture. Il y a des nouvelles dans lesquelles je parle de géopolitique des rapports nord-sud. Une étudiante qui n'arrive pas à obtenir un visa, donc c'est un prétexte pour mettre en lumière les rapports nord-sud. Il y a une nouvelle dans laquelle j'analyse les motivations des gens qui sont dans les ONG. Il y a des nouvelles dans lesquelles je pose des questions spirituelles. Il y a des nouvelles dans lesquelles je raconte l'adolescence urbaine. Souvent, l'Afrique est décrite sous le mode de la ruralité. Alors que d'autres qui sont à l'encontre des clichés que l'on véhicule sur le continent africain. Donc j'ai eu envie de raconter ces différents tableaux de manière impressionniste en écrivant de petites histoires sur un style léger, simple à lire. Que pouvez-vous conseiller aux Africains pour lutter justement contre ces clichés? Parce que certains disent même que ces clichés et l'image négative de l'Afrique constituent un frein pour le développement du continent. Ce que vous venez de dire est extrêmement important. Notre imaginaire a été violé à telle enseigne que des fois même nous nous représentons à travers le regard de l'autre. Et ce regard qui est dépréciatif fait que les Africains n'ont pas la confiance qu'ils devraient avoir en eux-mêmes, en leur rapport à la réalité, en leurs intuitions, en leur vision du monde. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est au lieu de passer son temps à critiquer les médias occidentaux, les gens occidentaux, de prendre soi-même la parole et de se dire. Il y a beaucoup de spécialistes qui viennent nous raconter qui nous sommes, des écrivains, des journalistes, qui viennent toujours parler du continent africain, des Africains, de notre vie, de leur réalité, comme s'ils étaient les mieux placés. Bien sûr, le regard de l'autre est important, mais c'est aux Africains d'abord de se réapproprier le coup de parole sur qui ils sont, profondément. Et ça, ils doivent le faire à travers tous les véhicules qui existent, tous les médias qui existent. La littérature, les arts, la culture, donc la peinture, le théâtre, mais surtout reprendre la parole et reprendre le monopole de la production de sens sur qui ils sont. Soulever un problème essentiellement à vendre vos produits. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour que l'Afrique, parce que pour se libérer aussi de ces images, ils sont bossés comme les Chinois, comment on peut faire? On peut. L'Afrique est censée être l'un des continents les plus riches en matières premières et en ressources naturelles. Donc un continent riche dont les habitants sont pauvres. C'est important. Du
point de vue de l'économie, l'économie c'est une science. C'est comme la médecine. Il n'y a pas de médecine pour les occidentaux, une médecine spécifique au nord. Donc c'est un ordre du savoir-faire. Donc on a accumulé un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés de manière efficiente. Je veux dire, les programmes de développement qui ont été, les recettes qui ont été préconisées durant cette année n'ont pas fonctionné du simple fait qu'elles avaient envie de prendre en compte des réalités profondes locales sur lesquelles elles devaient se construire. Donc là, il y a un travail, il y a un champ qui est ouvert pour les économistes africains de proposer des recettes, de proposer des outils pour faire en sorte que les économies produisent des richesses, que les sociétés mettent en place des clés de répartition pour que ces richesses soient bien réparties, justement réparties et qu'elles profitent à tout le monde et que l'ensemble du corps social en bénéficie. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas une fatalité. Et si on observe les tendances, c'est-à-dire que là on parle de la Chine qui a une croissance à deux chiffres, mais si on observe les tendances, il y a plus d'une dizaine de pays africains qui ont une croissance à deux chiffres depuis ces 10 dernières années. Et où ça fonctionne, surtout en Afrique du Sud, et où on n'en parle pas. Donc les tendances qui se dessinent sont optimistes. Donc il y a un travail à faire, mais les tendances sont optimistes. Donc contrairement à l'image. En dernier lieu, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire aussi confiance à cette jeunesse? On avance sur les dirigeants. Le problème, c'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème de gouvernance, mais ils sont plus inventifs, sont plus courageux. Les gens prennent leur destin en main, les gens trouvent des stratégies pour s'en sortir, pour prospérer, pour éduquer leurs enfants, pour se projeter dans l'avenir. La diaspora, qu'elle soit dehors ou qu'elle revienne, j'appelle de mes voeux que les gens qui ont des opportunités réelles de venir contribuer, qui viennent le faire. Mais elle peut contribuer aussi de l'extérieur. Je veux dire, elle peut contribuer de l'extérieur. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a une mission, qu'elle a une responsabilité. C'est celle aussi de faire tout ce qu'elle peut pour appuyer le continent africain dans sa dynamique de sortie de l'obscurité et de ses difficultés. Donc qu'elle soit dehors ou dedans. Merci beaucoup, Félix Sarr, et bon voyage. Bon, merci.